Après la catastrophe de l'Erika, la sécurité en mer est devenue l'une des préoccupations majeures des hommes politiques de tous bords, français ou européens. À l'époque, on ne comptait plus les promesses en matière de renforcement des règles maritimes. Pourtant, quelques mois après le naufrage de l'Erika, c'est au tour d'un autre tanker, un chimiquier, de sombrer au large des côtes françaises. Près de 4000 navires sont aujourd'hui considérés comme dangereux. Ils font route à quelques milles des côtes européennes. En France, la liste des interventions de sauvetage, les mises en demeure des navires présentant des risques de pollution est interminable. Pour l'État français, c'est une bataille de tous les instants. Il faut être partout, sur tous les fronts, avec des moyens, il faut le dire, qui ne sont pas souvent à la hauteur. Ici à Brest, tout comme à Cherbourg ou à Toulon, la sécurité maritime est le domaine réservé des militaires. Lors d'un naufrage, d'une collision ou d'un coup de force, il n'y a qu'un seul maître à bord après le Premier ministre. C'est sur les épaules du préfet maritime que tout repose. Il a comme mission de coordonner les différentes administrations qui agissent en mer. C'est ce que vous avez appelé la bande des 4 ou le club des 5. Ces 4 ou ces 5 étant constitués des administrations suivantes: Marine nationale, Affaires maritimes, Gendarmerie, Douane et Sécurité civile. À ces 5 administrations s'ajoute une organisation pour nous extrêmement importante, qui est une association de 1901, la SNSM. Ces moyens sont coordonnés par le préfet maritime pour 3 types de missions: des missions de sauvetage, des missions de prévention des pollutions et de lutte anti-pollution, et des missions d'ordre public en mer. Les récents naufrages très médiatiques font oublier que l'action de l'État en mer, l'AEM, ne se limite pas uniquement à la lutte contre les pollutions ou au remorquage de navires en détresse. L'État peut aussi faire la loi sur ses eaux territoriales quand les règles de navigation ne sont pas respectées, ou quand à la veille de la libéralisation de l'espace maritime européen, les zones de pêche deviennent de véritables terrains de guerre entre marins français et espagnols. Sécurité, 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 ici le Cross Corsen qui passe sur le canal 79, l'émetteur du rail de Bodic, pour la rediffusion du bulletin météorologique spécial code numéro 152. Premier maillon de l'action de l'État en mer, les CROSS. Créés au lendemain du drame de l'Amoco en 1978, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage assurent 24 heures sur 24 la réception des appels de détresse. En matière de sauvetage, ce sont eux qui vont prendre en main les opérations de recherche tout en restant sous les ordres du préfet maritime. Les CROSS reçoivent environ 8000 alertes par an. Ils sont le centre nerveux de la sécurité maritime française. À titre d'exemple, le bilan des actions effectuées dans la zone de compétence de la préfecture maritime de l'Atlantique s'élève à près de 4500 interventions. Des interventions coordonnées par les CROSS de Corsen et d'Etel. 17 janvier dernier, à l'aube, un chalutier vient de s'échouer sur des rochers à l'entrée de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. L'homme de quart s'est endormi, le bateau a foncé tout droit sur la côte. C'est le CROSS Etel qui a reçu l'appel de détresse. L'équipage a été élitreillé, mais les autorités craignent une petite pollution. Bon, et les soutes à gazole, elles sont touchées ou pas? Pour l'instant, alors apparemment oui, parce qu'on respire du gazole à côté. D'accord. Mais si tu veux, personne n'a pu approcher. Retour à Brest, quelques heures après l'échouage du chalutier. C'est le bras droit du préfet maritime qui va gérer l'accident. Oui. Ce genre d'événement est plutôt banal, mais c'est un exemple parfait pour montrer l'action de l'État en mer. C'est ici à Brest, en partie, que la coordination des différentes administrations va se jouer.
Direction le COM, à une vingtaine de mètres sous terre. Ces longs couloirs étroits nous amènent dans un des lieux les plus secrets de l'armée française. C'est ici que s'organise la défense de notre territoire. À tout moment, des ordres peuvent être donnés aux bâtiments militaires et aux sous-marins nucléaires. Alors, le COM, c'est le centre opérationnel de la marine, c'est l'endroit où est assurée la permanence opérationnelle du préfet maritime dans tous les domaines, à l'exception du sauvetage pour lequel sa permanence opérationnelle est assurée par les CROSS. Donc vous avez ici un officier qui s'appelle l'officier de suppléance, état-major, qui assure cette permanence et qui est en première ligne pour toutes les affaires de prévention des pollutions et d'ordre public en mer. Sur le flanc bâbord, les plongeurs du CIRCOSC ont détecté donc, des fuites de gasoil, plus donc, ils l'ont vu et ils ont senti l'odeur. Le vent et la marée vont faire que la nappe va certainement rester concentrée autour du navire. Ce qui est important, c'est de savoir qui est responsable de quoi, qui commande quoi, qui a les moyens à la disposition. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'allais dire, la coordination, elle se passe naturellement. Hein. Pour ce genre d'accident maritime, l'action de l'État en mer n'est pas spectaculaire, étant donné le risque minime de pollution. D'ailleurs, le rôle de l'AEM se déroule souvent à une échelle beaucoup plus quotidienne. En matière de police des pêches, les flics-mars, autrement dit les gendarmes maritimes, tentent de faire régner l'ordre. Ils passent leur temps sur l'eau, un territoire qu'ils partagent avec les affaires maritimes. Ces hommes peuvent vous contrôler en cas d'infraction aux règles maritimes. Ils mènent des enquêtes sur des faits survenus en mer et peuvent aussi éloigner les embarcations qui gênent la progression des sous-marins. Vous avez ici un certain nombre de matériels qui sont des engins de pêche prohibés puisqu'ils ne sont pas marqués au nom du propriétaire et au numéro du bateau qui les met en œuvre. Les gendarmes, au cours de leur contrôle, saisissent ces matériels et les ramènent à terre pour les déposer auprès des affaires maritimes et tout ça fait l'objet d'un procès-verbal. Voilà un petit exemple de la police des pêches quotidienne. Et qui dit police dit traque des contrevenants. La gendarmerie maritime dispose à cet égard d'une dizaine de vedettes rapides. Ici, on mise évidemment sur l'effet de surprise. Le préfet maritime ainsi que le préfet du département prennent des arrêtés qui réglementent les zones de pêche qui sont autorisées, ainsi que les jours et les heures pendant lesquels les coquillers ont le droit de pêcher. Ils ne peuvent pas sortir de ces zones ni de ces créneaux horaires. Les vedettes de la gendarmerie maritime vont sur zone, contrôlent, identifient les différents bateaux qui sont sur la zone et contrôlent également la pêche de ces navires. Voici une autre arme de l'action de l'État en mer. Elles sont devant là-bas. Ces appareils sont pilotés par des douaniers. Ces hommes dépendent certes du ministère des Finances, ils sont responsables de la réglementation fiscale, mais ils représentent aussi un maillon non négligeable de la sécurité maritime, notamment en ce qui concerne la détection des nappes d'hydrocarbures. Avec leurs 3 avions Polmar équipés de radars spéciaux et de caméras infrarouges, ces douaniers se considèrent comme de vrais gardes-côtes aériens. Leur mission consiste à survoler les différents rails de navigation à la recherche de traces de pollution.
Lorsque l'avion découvre une pollution, il en avertit par message les différents CROSS, donc qui sont sous l'autorité du préfet maritime. Et en fonction de l'importance de ces pollutions, le préfet maritime peut prendre ses dispositions pour lutter éventuellement contre ces problèmes. Dans le cadre des opérations importantes en cas d'accident, le CROSS, par l'intermédiaire de notre centre opérationnel, nous prévient et déclenche les vols de l'avion Polmar pour aller faire le survol de la zone afin de faire les évaluations de l'importance de la pollution. Et malgré tous ces moyens de surveillance et de prévention, on est bien obligé de constater que l'action de l'État en mer a bien du mal à mettre en place des systèmes de lutte anti-marée noire efficaces. Toutes les évolutions dans le domaine de la sécurité maritime se font à partir de grandes catastrophes maritimes. C'est vraiment un système où l'on réagit aux événements. Il y a assez peu dans ce domaine de la sécurité maritime de facultés d'anticipation. Et ce n'est pas parce que vous juxtaposez les mots garde-côte et les mots européens qu'avec ces deux mots-là, vous allez résoudre le problème. Je crois qu'il n'y a pas de système magique. La responsabilité du préfet maritime, elle est simple, elle est de coordonner les moyens que lui donne l'État. Si demain on change d'organisation et qu'un système de garde-côte est créé, bien évidemment, il y aura toujours l'équivalent d'un préfet maritime à la tête de cette organisation qui aura les mêmes missions, à savoir le sauvetage, la prévention des pollutions et l'ordre public. Vous retomberez toujours dans ce schéma-là. Donc je crois qu'après, il y a un certain nombre de choix politiques qui sont faits, qui se traduisent par des décisions d'affectation de moyens, des décisions budgétaires, des choix budgétaires, et que c'est bien sûr en fonction des moyens que l'on a, que l'on peut déterminer si un système est plus efficace qu'un autre. Seule la France ne peut rien contre ces navires épaves qui échouent dans nos ports. En matière de sécurité maritime, aujourd'hui, c'est l'Europe qui dicte ses lois. Des accords sont signés, des promesses sont lancées. Les moyens vont-ils suivre ?